président de la République démocratique du Congo, le 23 décembre, devrait se tenir en République démocratique du Congo, la présidentielle dans ce grand pays d'Afrique. Je voudrais d'entrée poser la question à Léonard. Léonard, on a vu dans un discours récemment à Oslo, l'un des prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, faire état de la situation qui donne froid au dos. Peut-on penser que le 23 décembre prochain, au Congo, sera désigné l'homme qui sortira ce grand pays de cette situation aussi calamiteuse? Le Congo nous a donné deux signaux, nous donne deux signaux. Un qui peut être positif, en tout cas qui est porteur d'espoir, un autre qui peut susciter un petit scepticisme, encore qu'on ne sait pas ce que cela va donner. Justement, à Oslo, moi j'ai vu quelque chose qui donne espoir à l'Africain que je suis. Denis Mukwege, je crois que c'est quelqu'un avec qui l'Afrique va devoir compter, pas seulement la République démocratique du Congo. Je l'ai vu il y a 4 ans, lorsqu'il recevait le prix Sakharov à Strasbourg. Il y avait déjà de la consistance, mais on sentait une certaine peut-être peur. Parce que, comme disent les Ivoiriens, entre celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler, celui qui a vu le lion, c'est jamais la même chose. Lui, il est au cœur des événements, il est à l'est de la RDC et il vit les atrocités de la RDC. Il sait à qui on a affaire dans cette région. Mais à Oslo, j'ai redécouvert un homme courageux qui a interpellé le monde. Parce que c'est quoi la RDC? C'est ce qui se passe en RDC doit interpeller pas seulement les Africains, pas seulement les Congolais, je veux dire, pas seulement les Africains, mais l'humanité tout entière. C'est quand même la guerre la plus meurtrière que le monde ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. 24 ans que ça dure, 4 millions de morts au moins. Et c'était par voilà, de 10 millions même d'ailleurs, voilà, hein, et des centaines de milliers de déplacés. Il a parlé des atrocités, c'est des choses vues, entendues, vécues. C'est du vécu qu'il parle. Et apparemment, on sortait les nus. Le monde ne sait pas ce qui se passe au cœur de l'Afrique. C'est le pays le plus riche du monde. Mais donc, les populations sont parmi les plus pauvres au monde. C'est un pays qui est maudit par sa richesse aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde vient aujourd'hui prendre... Il y a une... comment dire, des manœuvres de préemption des richesses de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, par les grandes puissances et par les multinationales, n'est-ce pas, au vu de tout le monde. Et ils ne se contentent pas seulement de les prendre, mais ils vont jusqu'à infliger des atrocités innommables aux populations de ce pays. Donc, ce que nous avons entendu, ceux qui ont suivi le discours du prix Nobel, qui le partagent avec Nadia Mourad, je pense que nous nous sommes dit, enfin, il y a de nouvelles personnalités qui émergent en Afrique, avec qui on va devoir compter. Et puis de l'autre côté, donc justement, ce qui se passe sur le terrain, ces élections, moi je crois que, voilà, là on a au cœur de la démocrature, hein, qui se répète dans tous les pays africains. Qu'est-ce qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette élection? À mon avis, sauf si Karim Maïzo me demande, mais je crois que ce n'est pas grand-chose. Mais il revient au peuple eux-mêmes, organisé, n'est-ce pas, autour des figures comme le docteur Mukwege, les gens qui se hissent au niveau, n'est-ce pas, des interpellations de leur époque, de leur génération. Il appartient à ces peuples-là de se réorganiser pour se réapproprier, n'est-ce pas, la dignité de leur peuple. Le docteur Mukwege a interpellé la communauté internationale sur le respect de la dignité humaine en République démocratique du Congo, sur le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et sur le respect notamment de la volonté souveraine du peuple congolais. Ce sont des questions qu'il va falloir mettre sur la table. Et puis, pour terminer, je voudrais dire, il y a des exactions en République démocratique du Congo. Il y a des agressions du peuple congolais. Mais il faudrait qu'on puisse aussi nommer les agresseurs, parce qu'ils existent. C'est à eux qu'on déroule le tapis rouge. C'est eux qu'on présente comme des modèles de gouvernance en Afrique. Il faudrait que cette imposture-là aussi cesse. Donc, je pense qu'on va peut-être encore parler dans l'avenir de la République démocratique du Congo, et c'est tant mieux. Alors, Abdelaziz, il y a quelque temps, on vous a vu publier votre satisfaction
à la suite donc de ce qu'on a appelé entre guillemets l'accord de Genève. Et quelques jours après, c'était la désillusion. Pour des raisons que tout le monde sait, l'accord n'a pas tenu. Et on a entendu d'ailleurs quelqu'un comme Caméré dire que l'accord de Genève ressemble à la sorcellerie. Que vous inspire aujourd'hui toute cette situation en RDC où, comme au Cameroun, on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord pour le même challenge? C'est la seule montre suisse qui a fonctionné moins de 2 jours. L'accord de... Pourtant, je sais que Genève et la Suisse sont réputés pour ces objets-là. On passe d'une satisfaction non pas euphorique, mais à une vraie, même pas circonspection, mais un vrai drame encore intérieur. Et c'est bien qu'on élargisse la question congolaise à celle de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Il s'est passé, quand tu évoquais tout à l'heure ma satisfaction, le fait que des personnes qui étaient disparates, parce qu'il y en a qui ont gouverné avec Kabila, Vital Kamerhe, il y en a qui ont aspiré au pouvoir comme Bemba, qui ont vraiment porté le fer, la rébellion. Il y en a qui sont des héritiers d'une tradition politique comme celle de Tshisekedi, qui a traversé les âges au Congo, qui a joué un rôle sous Mobutu, qui aussi un peu ambigu par rapport à ce qui s'est passé avec Lumumba, mais qui tout au moins est une figure tutélaire de la vie politique congolaise. Et puis, des gens comme Fayoulou, qui ont véritablement engagé le combat contre Kabila. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en termes de manifestations, en termes de, on parlait tout à l'heure des combattants, ont accompagné ces mouvements-là sur le terrain. Parce qu'on dit souvent que la société civile, les artistes ou les citoyens posent des questions et les hommes politiques apportent des réponses. Donc, Fayoulou, même le nom de baptême de cette coalition était quelque chose d'intéressant parce qu'elle inculturait même cette question du Congo RDC. Mais au-delà, parce que je pense qu'au-delà du 23 décembre, on a parlé tout à l'heure de démocrature, la limite de cet accord, c'était qu'on pouvait penser qu'il s'agit d'une sorte de juxtaposition des forces, sans une vision, sans un projet de transformation du Congo, parce que rien ne peut être pertinent et crédible concernant la RDC, l'ex-Zaïre, le Congo, Kinshasa, comme on l'appelle communément, s'il n'y a pas, au sens de Denis Mukwege, ce que l'on a admirablement évoqué tout à l'heure, une remise à plat totale de la question du Congo. Aujourd'hui, on parle de 10 millions de morts dans le conflit qui perdure depuis 24 ans. Mais le Congo, c'est le pays africain d'Afrique noire qui a perdu le plus d'enfants, avec les mains coupées, avec les exactions de Léopold II. On remarque que chaque fois qu'on évoque la question congolaise, il y a des choses qu'on oublie, qu'on voile. Heureusement que Denis Mukwege a eu cette voix qui porte, l'a rappelé à Oslo. Quand vous avez votre téléphone portable, vous ne pensez pas à la RDC. Quand vous avez votre iPhone, vous ne pensez pas au coltan. Quand vous avez un bijou, vous ne pensez pas aux diamants. Aux diamants pour lesquels des personnes comme Naomi Campbell ont payé avec les diamants de sang. On lui a reproché d'avoir pris comme cadeau des diamants qui avaient été offerts par des gens comme Taylor ou des miliciens sierra-léonais. Ça veut dire que la question du Congo doit redevenir une question panafricaine. À la conférence de 58, quand Lumumba s'est rendu, Moumié, Kouma, quand tous étaient présents, la question congolaise était prioritaire. Parce que beaucoup pensaient que la question de l'union et l'unité africaine pouvait avoir comme épicentre le Congo, pour des raisons symboliques, pour des raisons stratégiques, pour des raisons politiques, pour des raisons géopolitiques. Donc l'élection du 23 décembre concerne l'Afrique à plusieurs titres, notamment sur la question de l'exploitation et de la transformation des matières premières, la question des contenus locaux, la question de la capacité de négociation. On a des groupes au Congo qui ont privatisé le pays. En dehors, évidemment, de ces exactions qu'on reproche aux Rwandais, qui sont objectives et qui sont fortes à propos. Mais vous avez des groupes qu'on ne peut pas citer ici, parce que la liste est longue. On a vu un reportage sur France 2 qui vous glace le sang. Une entreprise suisse, Glencore, qui exploite le Congo et qui était coupable en mondovision de corruption du président Kabila. On a montré comment, entre la décision du gouvernement congolais d'appliquer un pas de porte d'1 milliard de dollars à Glencore, comment ils ont recruté
un sous-traitant, un lobbyiste israélien qui a pu obtenir une remise qui était estimée à 100 ou 200 millions de dollars. Donc on part d'1 million de dollars à 200 millions de dollars dans le même pays. Donc voilà les problèmes du Congo. Fayulu, Vital Kamerhe, le ticket Vital Kamerhe et Tshisekedi, Fayulu et sa coalition, et Ramazani, le candidat du pouvoir, j'allais dire, même combat de ce point de vue-là. Parce que si on n'entend pas une voix d'un de ces leaders qui parlerait de ces problèmes, ça veut dire qu'on va avoir un jeu de chaises musicales. On va avoir Kabila qui va être remplacé par un autre président. Du kabylisme. Exactement, du kabylisme sans Kabila, qui va maintenir le même système à la fois de prédation, le même système où les richesses du Congo ne profitent pas aux enfants du Congo, et où, dans le Kivu, parce que ce qui se passe dans le Kivu, dans l'est du Congo, c'est quoi? C'est tout simplement une guerre qui perdure pour des questions d'intérêt géostratégique. Les gens gagnent de l'argent dans le Kivu. C'est une économie de la guerre. Une économie de la guerre qui profite, mais à des puissances, qui profite à des entreprises, qui profite à des hommes politiques. Regardez comment la classe politique congolaise est rémunérée. Les députés au Congo, ce sont des pachas. Ce sont des gens à qui on verse des ponts d'or, des salaires d'or. Pourtant, le rendement n'y est pas. C'est-à-dire même en termes de production de la loi, de construction de l'action gouvernementale, et puis même de développement de ce vaste pays. Donc je veux dire que voilà les questions essentielles qui préoccuperaient l'Afrique et notamment les Congolais le 23 décembre si ces questions ne sont pas adressées. Je crains fort que au lendemain du 23 décembre, on ait des exactions, des conflits, des morts encore, des contestations électorales, puisqu'on voit déjà qu'on a eu la question de la machine à voter, et que la montagne n'accouche véritablement d'une souris. Merci. Alors, Caroline, on peut dire aujourd'hui, sans trop se tromper, que le triptyque en place en RDC, c'est Félix Tshisekedi avec son acolyte Vital Kamerhe, qui sont aujourd'hui, on va dire, ceux qui ont quitté la coalition qui avait été construite à Genève. Et puis de l'autre côté, on a donc l'homme du pouvoir, Emmanuel Shadari, et enfin on a dans l'homme qu'on appelle entre guillemets l'homme du peuple, qui est simplement Fayulu. Est-ce que on peut penser que c'est ainsi qu'on se retrouvera aux élections? Si oui, est-ce qu'enfin de ce triptyque-là pourrait sortir quelque chose qui, ne serait-ce que le temps d'une séquence, sorte à la RDC de cette situation qu'on vient d'entendre là, chaotique? La situation est brillamment décrite. Et ça serait un péché pour moi de ne pas rappeler un fondamental. L'enjeu au Congo, ce n'est pas les élections. Le Congo a été victime d'une agression ourdie par les États-Unis en 1996. Et qui dit États-Unis, il y a son cousin, la Grande-Bretagne, et les sous-traitants, la Belgique, au nom de l'Union européenne. Et l'autre État occidental qui se trouve en Asie mineure, Israël. Et l'autre État occidental qui se trouve en Océanie, l'Australie. C'est eux les agresseurs. Direct. Ils ont utilisé des sous-traitants, des États proxy. L'Afrique du Sud, l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et aujourd'hui la Tanzanie. Et ils ont utilisé, ces sous-traitants ont utilisé des exécutants que sont les gouvernements d'Aka Joseph Kabila, alias Joseph Kabila, l'opposition d'accompagnement qu'incarnent les Félix Tshisekedi, les Martin Fayulu, les Jean-Pierre Bemba, qu'ils ont créé parce que l'objectif, c'est faire passer la crise congolaise en un déficit de démocratie, au lieu de parler d'une guerre d'agression, et les ONG qui pullulent dans la ville de Goma. Bientôt, on aura plus d'ONG que d'habitants. Je plaisante à peine. Donc ça, c'est des sous-traitants. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est reconquérir la souveraineté du Congo. Ce n'est pas les élections. Les élections, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour ne pas parler de cette guerre d'agression. Pourquoi? Parce que si on parle de la guerre d'agression, cela va relever de la Cour internationale de justice.
Or, si on parle des déficits de démocratie, il faut trouver une solution interne. Si on parle de guerre d'agression, il faut impliquer le Conseil de sécurité. Or, si on parle de déficit de démocratie, on va faire des conférences de dialogue, des élections, on va trouver une solution interne. L'enjeu, c'est la libération de ces pays. 10 millions de morts, des millions de viols, des millions de déplacés et un pillage à ciel ouvert. Ces pays de 3 345 409 km², ces pays qui pèsent 24 000 milliards de dollars, les PIB de toute l'Europe et des États-Unis réunis, ces pays, un des 3 pays potentiellement le plus riche du monde, a un budget de 6 milliards de dollars, dont presque 4 milliards vient de l'extérieur. Autrement dit, le budget de TF1 et de France 2. Ces pays dont la capitalisation minière de minerais du Congo à la bourse de Toronto est supérieure à 800 milliards de dollars. Ces pays qui a 163 points de sortie de matières premières non contrôlés. Ces pays, ce n'est pas que les minéraux. Ces pays, c'est le deuxième poumon de l'humanité. C'est la plus grande réserve d'eau douce en Afrique. C'est 60 millions d'hectares de terres arables. Vous mangez une orange, vous crachez une graine au sol, le lendemain, il y a une orange qui pousse. C'est le lac le plus poissonné du monde, ou les poissons mers de vieillesse. Avec une population qui a un PIB le plus bas, disons, du monde. Parce que c'est l'endroit au monde où on vit le moins bien, c'est-à-dire l'indice de développement humain le plus faible du monde. On y vit moins bien qu'en Somalie. Et les gens viennent nous parler des élections comme si c'était la panacée. Ça, c'est l'astuce trouvée par les Occidentaux pour que la population congolaise ne se révolte pas et puisse mettre fin à l'ordre cannibale qu'ils ont mis en place. Regardez tous les candidats. Dans leur langage, dès qu'ils ouvrent la bouche, ils parlent des communautés internationales, comme des enfants. Mais qui a créé les problèmes? Qui a créé les problèmes au Congo? Qui massacre à l'est du Congo? D'où viennent les armes? Je vous informe que la plus grande force de maintien de la paix des Nations Unies, 19 000 hommes de troupes, et ceux du bureau, ça fait 22 000 personnes se trouvent au Congo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent les morts. Vous savez que l'Africom, l'armée américaine, est dans tout l'est du Congo avec la base de Kamina. Mais les soi-disant, on les appelle les rebelles, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un qui vient de l'Ouganda doit se rebeller, on l'appelle les rebelles par rapport au gouvernement ougandais. S'il est au Congo, il n'est pas rebelle, c'est un agresseur. L'Africom est là, l'Africom ne voit pas ce qui tue. Ils ont des satellites, l'Africom, l'armée américaine ne voit rien. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de ramener des citoyens rwandais, j'emploie bien un terme juridique, citoyens rwandais, ce n'est pas un terme sociologique, sinon on va m'accuser des xénophobes, et pourtant moi je ne suis qu'un légaliste, qui se sont retrouvés au pouvoir, et qui pillent ces pays, qui tuent. Des États africains se sont battus dans la ville de Kisangani, ils ont détruit la ville. Dans le silence assourdissant du Conseil de sécurité. L'Ouganda et le Rwanda se sont battus à 1000 km de leurs frontières à Kisangani. Donc les élections, rien de bon ne sortira de ces élections. Rien de bon. De toutes les façons, le processus est vicieux. Vicieux et vicié en même temps. Les fichiers électoraux sur 40 millions d'électeurs, très corrompus. Il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes, parce que rien qu'à Kinshasa, il y a à peu près 500 000 morts par jour, des maladies et tout ça. L'hôpital général de Kinshasa, c'est un véritable mouroir. Tous ces morts-là majeurs qui sont dans le fichier électoral entre 2011 et 2016, on ne les a pas élagués. Tous ceux qui se sont inscrits dans les listes électorales avec des documents inappropriés, c'est des millions. Donc, un tiers du fichier électoral est corrompu. On y va aux élections avec un fichier électoral corrompu. La loi électorale ne parle pas des machines à voter. Ils vont ramener des machines à voter, 150 000 machines à voter. On va aller aux élections avec, je ne sais pas moi, un président qui a glissé et qui est illégitime, avec une CENI dont personne n'a confiance.
on va partir aux élections avec des personnes qui ont des problèmes de nationalité. Je vous informe que la loi électorale est illégale parce que cette loi a été votée par des députés qui n'en ont pas qualité. La constitution congolaise dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Tous ces Congolais, un tiers du Parlement, qui ont pris la nationalité belge, américaine, tout ce que vous voulez, ils votent des lois tout en étant belges, français, américains. C'est des lois qui n'ont pas fros omnia corrompit. La fraude corrompt tout. La loi électorale est illégale. On ne peut pas l'appliquer. Là, je ne parle même pas des Rwandais. Je parle des Congolais. Nous sommes les seuls pays africains qui a eu un ministre belge de la défense congolaise. Et monsieur a signé des contrats contre les Congo en faveur de la Belgique. Nous venions d'avoir il n'y a pas longtemps un premier ministre belge qui s'appelle Sami Badibanga. Et là, on veut que les gens tolèrent. L'enjeu, ce n'est pas des élections, c'est de la distraction. Ne suivez pas ce que les médias occidentaux vous disent. C'est une distraction de mauvais goût. L'enjeu au Congo, c'est une guerre de libération qui concerne tous les Africains. Si on libère le Congo, on libère toute l'Afrique. Les gens n'auront pas besoin d'immigrer en Europe. Ce pays avec 80 millions d'habitants, c'est un pays vide. N'importe quel Africain peut y faire des affaires. Et les Congolais, c'est un peuple très accueillant. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On a armé les Rwandais pour adresser les Congolais. Moi, quand j'ai grandi, les Rwandais étudiaient chez nous, ils vivaient chez nous, c'était nos frères. Aujourd'hui, on les a armés par les États-Unis, mais demain, il y a quelqu'un qui va payer la facture. Et croyez-moi, c'est le peuple rwandais qui payera cette facture, malheureusement. Ok, merci. Alors, Augusta, on vient de l'entendre là, de Kevin Maïzo. Une peinture assez sévère, hein? Elle est sévère ou elle est juste de la situation aujourd'hui en RDC? Il dit l'enjeu, ce ne sont pas les élections. Mais comment est-ce qu'on en sort? Aussi, est-ce que ce qui vient de décrire ne semble pas vous interpeller, vous qui avez longtemps été un peu empêtré dans des situations avec le Cameroun? Est-ce que ce qu'on vient d'entendre de Kevin Maïzo ne semble pas être en fait une espèce de situation générale en Afrique? Oui, mais c'est vrai qu'en RDC, ça atteint le paroxysme. Vraiment, c'est parce que des millions de morts et ça continue sur des années, la prédation généralisée, etc. Et c'est vrai que on se demande par quel bout il va falloir prendre tout ça. En même temps, il va bien falloir le prendre par un bout. Moi, je pense que déjà, la RDC, c'est effectivement le berceau. C'est le berceau de l'Afrique, c'est le berceau, on peut dire que c'est le berceau de l'humanité en quelque sorte, mais tout Africain doit se sentir véritablement concerné par le devenir du Congo. Et c'est malheureusement... Alors, je pense que je partage l'avis du frère qui dit que bon, les élections ne vont pas résoudre le problème, etc. Mais si on était dans un vrai processus démocratique, mais pas au sens où ils l'ont défini, mais où il y a de véritables forces qui ont émergé, des forces qui portent un projet, qui portent toutes les problématiques que tu as soulevées, moi je serais pour. Mais malheureusement, on n'est pas dans cette configuration-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'une des issues pourrait peut-être être que l'Afrique combattante, parce qu'elle existe, il y a des gens qui se battent depuis longtemps, d'autres moins longtemps, doit prendre conscience de l'importance de la résolution de la situation au Congo. Il y a une dynamique, il y a des dynamiques qui sont, disons, comment dirais-je, qui sont à l'œuvre aujourd'hui sur le continent et à l'extérieur du continent au niveau des diasporas. Je disais tout à l'heure que ce qui est intéressant, c'est que les diasporas se rendent compte qu'on a intérêt à amener, que nos problèmes sont communs. Les problématiques auxquelles on est confronté, de la domination, du pillage des richesses, etc., de la confiscation du pouvoir par des gens qui ne veulent pas le bien de l'Afrique, tout ça on l'a en partage. Et je pense qu'il est aujourd'hui important que par toutes les voies et moyens, on arrive à faire en sorte que l'ensemble des Africains mesurent la gravité de la situation. Je pense que beaucoup ne le mesuraient pas. Ça vient doucement, mais c'est pas encore, on est loin du compte. Donc il faut qu'on médiatise par tous les moyens la situation de la RDC,
auprès des Africains déjà, de ceux qui se battent, de ceux qui ont envie que ça change véritablement, et qu'ensuite on mette en œuvre une idée stratégique permettant d'imposer, parce que c'est nous qui allons le faire, c'est personne d'autre, ça ne viendra pas du ciel ou de je ne sais où, d'imposer que cette question devienne une question internationale et qu'on oblige effectivement tous les protagonistes à un moment donné à se dévoiler. Moi j'y crois. Je pense que si on crée cette dynamique-là, de façon à ce que l'ensemble des peuples en lutte prennent conscience de l'importance de ce qui s'y joue et du fait que effectivement je partage l'idée qui consiste à dire que si ça se développe au Congo, si on commence à entrevoir une petite issue au Congo, ça aura des répercussions pour l'ensemble du continent. Et je pense que je voulais en revenir à Denis Mukwege. Je pense que c'est un monsieur qui doit jouer un rôle. Qui doit jouer un rôle dans la libération de la RDC, mais moi je dirais dans la libération de l'Afrique, parce qu'il est plus que largement au-dessus de l'Amérique. C'est-à-dire que vraiment, quand tu l'entends, et non seulement quand tu l'entends, mais quand tu dois agir, tu es fier d'être africain. Exactement. Il donne vraiment une véritable raison d'être fier d'être africain ou d'être africaine. Et je pense que c'est un monsieur qui doit jouer un rôle par rapport à la situation de la RDC, mais aussi par rapport à la situation de l'ensemble du continent. Donc il faut qu'on trouve le moyen d'articuler ça, ça se réfléchit, ça se pense, il faut qu'on voit comment faire, mais je crois qu'il faut absolument. Et je suis d'accord pour, effectivement, pour conclure, dire que malheureusement l'issue des élections là ne donnera vraisemblablement rien du tout et que ça va être encore l'occasion qu'il y ait peut-être un peu plus de morts, etc. malheureusement. Dans vos propos tous, il y a quelque chose qui transparaît. C'est que la société civile a les clés de la solution. Vous l'avez dit pour le Cameroun. Il faut mettre hors d'état de nuire cette classe politique corrompue. Le Congo a la classe politique la plus médiocre qui soit. Ceux qui ont vendu leur pays, c'est des traîtres, c'est des gens qui jouent le jeu de ceux qui bossent contre l'Afrique. Il faudrait mettre tous ces gens à côté et que la société civile s'impose. Le docteur Mukwege, par exemple, fait partie, ce n'est pas un politique. C'est quelqu'un qui sort de la société civile. Et le Congo a des compétences dans tous les domaines. Sont nombreuses. Dans tous les domaines. Hein. Je peux toujours en citer. J'ai remarqué ces derniers temps que chaque fois qu'il y a un robot qui va sur la planète Mars, le tout premier c'était un Malien, le deuxième c'était un Congolais de la RDC, et le troisième qui vient de partir là, je crois que... Même, Maïso, excuse-moi de te couper, parce que là on va même à la NASA, puisque souvent les Africains, pour se donner de la contenance, de la valeur, parlent des Africains qui sont cadres chez Thales ou à la NASA. Au Congo, on fabrique, on répare, on fabrique, on conçoit des bateaux. C'est-à-dire que tous les bateaux de pointe, de croisière, qui circulent sur les fleuves du Congo sont fabriqués, conçus par des Congolais. Et quand ces reportages sont diffusés, un dernier reportage est diffusé sur TV5, les gens pensaient que c'était une fable. Mais pourtant, parce que l'image qui est projetée, et c'est pour ça qu'Augusta le disait à juste titre, je ne sais pas si Augusta Luna, sur la question de la médiatisation de la question congolaise. Le Congo est hors des radars des télévisions africaines et hors des radars des télévisions occidentales pour les raisons que tu as brillamment évoquées, que tu as totalement indiquées. Donc en fait, en réalité, ce qui nous préoccupe, et sur la question des Rwandais, des Rwandophones, des Ougandais, etc., qui en ont fait le terreau de leurs affrontements, je pense que ce qui a amené, les causes qui ont amené les Rwandais venir sur le territoire congolais pour se battre là-bas, il faut les interroger également pour prévenir ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que ça résulte de problèmes de gouvernance. On a une ère, ça résulte de problèmes de gouvernance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui amène les forces de l'AFDL à aller en Ouganda, à aller au Rwanda, etc., pour se former? C'est la situation interne au Congo. C'est que vous avez des gens qui dirigent le Congo, pas pour les Congolais, mais pour les Américains et pour eux-mêmes et pour leur famille. C'est-à-dire qu'on a des Congolais qui vivent pendant 30 ans avec quelqu'un sur qui a quand même servi Lumumba sur un plateau, qui a dirigé le pays, pas pour les Congolais, qui a mystifié un pays à sa gloire personnelle,
avec une parenthèse dite de l'authenticité qui aurait pu effectivement constituer quelque chose de grand et de beau pour l'Afrique, mais qui était auparavant une fumisterie. Et ce qui a causé justement cela, quand aujourd'hui Kabila, on a vu les premiers dirigeants du Congo sous l'ère Kabila, père, eh bien, c'était des gens qui ont fait souche au Rwanda, qui ont fait souche au Burundi et en Ouganda, pour des raisons évidentes d'exil. C'était un exil, ils vivaient là-bas. Ils ont levé des fonds. Qui a levé des fonds là-bas pour ça? Ce sont des gens qui avaient intérêt. On a vu l'exploitation minière au Congo, des contrats qui avaient été signés. Kabila arrive, il y a des contrats. À partir du moment où on ne respecte pas ces contrats-là avec le Rwanda, les premières dissensions commencent. Et il est mort de sa belle mort. À cause de cela, on oublie souvent de le dire. Donc je pense que notre panafricanisme comporterait, ferait... Tout à l'heure, tu as dit quelque chose en disant tu parles en légaliste, en juriste et pas en xénophobe. Oui. L'un des problèmes, c'est que la question rwandaise au Congo, moi j'ai souvent suivi des Africains, des Congolais, parler comme si, dire des choses comme si les Congolais avaient une uniformité. Ce qui n'est pas vrai. C'est un pays qui est vaste, tout aussi vaste que la superficie que tu as décrite tout à l'heure, qui est aussi vaste que la pluralité de ses cultures, la pluralité de ses hommes, la pluralité de son écologie, de son écosystème que tu as évoqué tout à l'heure. Et je pense que pour mettre en perspective le Congo, ce n'est pas pour rien que Denis Mukwege a été évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas pour convoquer un homme providentiel, mais c'est aussi pour dire que, au sens de Léonard, en termes de renouvellement, parce que la question du renouvellement comme au Cameroun, c'est ça, Denis Mukwege a un certain âge, il n'est pas tout jeune, mais en renouvelant le paysage politique congolais, des hommes comme Denis Mukwege vraiment viendraient. Parce qu'il a eu le courage à Oslo d'adresser les vraies questions, les questions qui fâchent. L'exploitation minière, l'exploitation des matières premières, une probité morale, l'exploitation des richesses au service des populations, une sorte voilà les questions qu'il faut des populations. Donc je pense que là, à ce niveau-là, d'après ce que je suis, et merci vraiment parce que ce que tu as fait, tu as documenté et avec beaucoup non seulement de pertinence, de façon et d'engagement cette question-là, qui nous permet de l'africaniser de manière générale. C'est ce qui nous intéresse à titre personnel. On a souvent en Afrique, pour terminer, le sentiment. On a vu avec les Gabonais récemment, je suis allé à une manifestation de Gabonais, une fois qu'ils ont dit Gabonais d'abord, je suis parti. Je suis parti. Ils ont dit communauté internationale, je suis parti. Je voulais revenir, mais dès qu'ils ont dit Gabonais, communauté internationale, aller rappeler à Hollande pour qu'il vienne intervenir, pour que Ping soit là, ben je suis parti. J'ai dit, ça, je risque de rentrer dans un piège où, sous prétexte d'alternance au Gabon, on va encore nous ramener les chevaux de Troie, on va encore nous ramener une situation d'alternance qui ne soit pas une alternative. Si tu permets, justement, oui. C'est le bémol que j'allais apporter aussi au Congo de Kerwin tout à l'heure. Je suis d'accord qu'il faut construire aujourd'hui une dynamique panafricaine, parce que ce à quoi nous avons affaire, c'est à un processus de redécolonisation de l'Afrique. Parce que nous avons été un peu discrets. Ça a dû se passer entre les années 80 et 2000, ou un peu plus tard encore, n'est-ce pas? Et subitement, aujourd'hui, on se réveille, on se rend compte que l'Afrique est totalement colonisée, de nouveau colonisée. Mais dans ce processus, dans cette dynamique qui doit être mise en place, n'est-ce pas, pour que nous nous sentions tous investis et concernés par les problèmes d'Afrique, où qu'ils se passent, je pense qu'il faut une classe politique précisément. Celle qui est là est dévoyée. Mais la solution de penser qu'on va substituer aux hommes politiques la société civile, pour moi c'est une fausse solution. Parce que précisément, si on a des acteurs, quelle que soit leur bonne volonté, voilà, il faut que les peuples soient mis en mouvement, mais il n'y a pas mieux qu'un homme politique pour esquisser une vision politique et la partager au peuple. La fête des formations politiques. Avec cette histoire de l'homme ou de femme providentielle. Le problème, c'est qu'en RDC, il faut partir des zéros. Rassure-toi, c'est le cas aussi par désarticulé. Rassure-toi, c'est le cas partout. Mais je veux te dire, on ne parle pas de zéro, Kerwin. Il y a des gens comme toi. Il y a qu'on découvre les choses. Denis Mukwege il y a 10 ans. Denis Mukwege, on ne le connaît pas. Il y a encore des Denis Mukwege. On en connaît un certain nombre. On en connaît un certain nombre. Rassure-toi, Lumumba, quand il embrassait la cause de la libération du Congo, il n'était pas mieux équipé que toi aujourd'hui. Il n'avait que
un peu plus de volonté. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est cette volonté-là. Il faut qu'on mette de la volonté dans la jeunesse et dans les peuples africains, n'est-ce pas, et que nous nous emparions de nos propres causes. Et même de jeter des yeux. J'ai pas fini. On sait, n'est pas de jeter des yeux interrogateurs vers la communauté internationale, vers l'ONU, et ainsi de suite. La solution ne nous viendra jamais de là. Et le cas de la RDC est symptomatique. Parce que ce pays doit porter plainte à l'ONU. C'est pas seulement par rapport à l'actuelle guerre, par rapport à ce qui s'est passé pendant les indépendances. La RDC est la première victime et la victime la plus emblématique. C'est flagrant. C'est ça. C'est flagrant. Alors moi je vais donc et poser... aux autres jeunes africains, on a une phrase, je signale tout simplement que, vu les Kinshasa, Lubumbashi c'est à 2000 km, Libreville c'est à 700 km. C'est-à-dire que si Kinshasa est déstabilisé avec les 14 millions d'habitants, Kinshasa est plus peuplé que les Congo-Brazza et les Gabon réunis la Guinée, c'est la moitié du Cameroun. C'est la moitié du Cameroun. Donc, l'onde des chocs peut arriver jusqu'au Tchad. Donc, vous êtes concernés. Tout à fait. Alors, maintenant, une fois qu'on a constaté le problème, il faut qu'on trouve la solution. On en sort comment? Aujourd'hui, Martin Fayulu est vu comme l'homme du peuple. Peut-il faire l'affaire? Abdelaziz Bondé. On a dit l'essentiel. De mon point de vue, on a dit l'essentiel. Peu importe. Faut-il donc le soutenir? Parce que puisqu'il faut une formation politique. Il incarne quand même quelque chose. Guy Ngassa, il y a deux choses. Hein. Je l'ai dit pendant l'élection au Cameroun. On ne peut pas faire pire que Biya. On ne peut pas faire pire que Biya. C'est-à-dire que pour ne pas partir de zéro, parce que je ne suis pas pour la théorie du zéro, il y a un embryon, il y a une souche de Camerounais en mesure de relever ce pays. Mais l'une des conditions, c'était que ce monsieur prenne sa retraite, que le président Biya, mais vraiment qu'il laisse son pays tranquille, qu'il aille se reposer où il a l'habitude de se reposer. C'est de la même manière que je le dis pour Kabila. C'est-à-dire que quand vous avez échoué, vous n'avez pas pu, même dans l'espace Je ne vous arrête pas, mais Kabila a finalement été poussé à la porte. Oui, il a son, oui, je veux dire que quand vous avez des gens qui, tout à l'heure, on a évoqué un certain nombre de situations en coulisses, la hiérarchie des affidés de l'Occident. Il y a des gens qui possèdent le pouvoir dans ce monde et qui ont pu transformer leur pays. Bien sûr. Qui ont pu transformer leur pays. On fait des reproches à Paul Kagame, à juste titre. Tout à l'heure, il a dépeint la situation, mais personne ne peut objectivement dire que Kagame n'a pas transformé le Rwanda. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Sauf qu'il y a beaucoup de com dans cette affaire. Oui, mais les chiffres économiques sont falsifiés. Non. Les niveaux de vie par rapport à... Non, il y a des exactions. On a vu encore... On a encore vu récemment une opposante qui venait d'être déchargée par la justice. Il y a des violations, etc. Mais je veux dire que... Non, sur le plan économique, il y a beaucoup de falsifications. Non, il y a beaucoup de communication. Non, il y a la communication, mais à juste titre, qui ne communique pas quand il est au pouvoir? C'est un adjuvant de la politique, de la communication. Une communication mensongère. Oui, elle n'est pas totalement mensongère. Ce qui se passe au Rwanda, entre la situation trouvée par Paul Kagame et aujourd'hui, il y a un certain nombre de réalisations. Justement, qui sont... c'est ça l'erreur. Il a trouvé un pays qu'on appelait la petite Suisse. Oui, bien sûr, oui. Qu'on a détruit, que lui-même a détruit par sa guerre civile. Oui. Mais Kagame n'a pas causé la guerre civile au Rwanda. Non, c'est lui qui a agressé le Rwanda à partir de l'Ouganda. Non, mais pourquoi? Pour quelle raison? Mais pour accéder au pouvoir. Parce qu'on a un conflit, on a quand même la situation, il y a un conflit dans ces 1 million de personnes qui ont été tuées dans ce pays. Oui, combien de coups là-dedans? C'est notre sujet. C'est notre sujet. Les chiffres sont falsifiés. Mais non, moi, ce que je recuse, Revenons 700 000 Hutus. Non, ce que je recuse, c'est la moitié des Tutsis. Revenons sur le sujet. Oui,
non, moi je ne veux pas que Aziz, s'il te plaît. Revenons sur le sujet. Juste avant que tu ce qui s'est passé au Rwanda, sous prétexte que les Congolais de RDC ont un problème avec les Rwandais au Rwanda. Le régime Kagame pas avec les Rwandais. Non, mais justement, le régime Kagame, mais je ne peux pas accepter ici sur ce plateau qu'on remette en cause un certain nombre de situations objectives. Nous qui avons. Mais moi, mais il y a même un rapport. Nous avons visité les cabinets. La Banque mondiale, il y a des Africains dont je fais partie qui ont visité un certain nombre de pays, de lieux, notamment le Rwanda, et qui constatent objectivement des gens qui ont travaillé au Rwanda, des gens qui étaient au Rwanda à 30 ans. Oui, mais bien sûr. Des gens qui étaient au Rwanda il y a 30 ans, il y a qui étaient au Rwanda il y a 20 ans. Mais on ne peut pas dire que Kagame, de ce point de vue, n'a rien fait. Je vais terminer mon propos. Parce que c'est très important. On ne doit pas, enfin, je pense que quand on évoque les questions africaines, on évoque les questions de nouvelles visions du continent africain, il ne faudrait pas tomber dans un certain nombre de pièges. Vraiment, je le souhaite. Deuxièmement, concernant Fayulu, les questions d'hommes, il y a Obama qui avait dit que la question c'est moins l'homme providentiel que les institutions. Et je veux dire que c'est moins l'homme providentiel que la vision, de ce point de vue-là. Tout à l'heure, on parlait de ce fil qui peut être tissé. C'est cet écho qui doit être fait à la parole de citoyens congolais qui ont, comme le frère le disait tout à l'heure à juste titre, fait l'analyse de la situation du Congo, une prospective qui est assortie à cette analyse-là. Il y a des Congolais qui peuvent tisser une nouvelle toile du Congo. Et celui qui va diriger le Congo demain ne peut pas en faire l'économie. C'est-à-dire que si c'est un pouvoir du vainqueur, c'est-à-dire qu'un pouvoir du vainqueur, quelqu'un qui, de winner takes all, eh bien, on n'aura pas réussi à transformer ce pays-là. Fayulu, Vital Kamerhe, personne ne peut dire aujourd'hui qu'en venant au pouvoir, sans une vision, sans écouter ce Congo profond de ses enfants, je parle des Congos de l'extérieur, la diaspora ou de l'intérieur, sans écouter ce que nous avons dit, résumé cet après-midi ici, sur ce plateau, il ne pourra pas réussir. Ce sera un bis repetita, une autre déception concernant le Congo. À propos de Fayulu, juste signaler qu'il est bien formé, il a étudié à Dauphine, il a longtemps travaillé pour ExxonMobil, comme un cadre, son patron c'était Tillerson. Et il est dans la vie politique depuis longtemps. Et dans leur coalition, il a Jean-Pierre Bemba, qui est aussi issu du monde des affaires, qui a fait de très bonnes études en Belgique. Il y a le professeur Matungoulou, qui est du Fonds monétaire international, professeur d'université, formé aux États-Unis. Dans cette coalition, il y a des compétences. Du côté de Tshisekedi, avec Kamerhe, il peut recruter des compétences. On ne les connaît pas encore, il peut recruter des compétences. Mais après, qui va gagner aux élections? On ne sait pas. Mais l'enjeu, ce sera. Et c'est cette personne-là aura tous les circuits sécuritaires, c'est-à-dire l'armée, la police. Cette personne contrôlera-t-il tous les circuits financiers? Cette personne contrôlera-t-il tous les circuits diplomatiques? Et enfin, bref, tout ce qui est régalien, l'impérium. C'est ça la grande question. Et les contraintes qui pèsent sur... Voilà, parce que Kabila risque de perdre le poste, mais pas les pouvoirs. Et ça, c'est très dangereux. Ok, oui. Un dernier tour de table sur cette question. On va en sortir parce que le temps est parti. Le débat qui a opposé Abdelaziz Akeroui tout à l'heure, je voulais dire qu'on est là au cœur de ce que nous disions tout à l'heure. Cette dichotomie entre la vérité historico, comment je dirais ça, juridique, n'est-ce pas, et la vérité médiatique. Voilà. Et il faudrait que nous ayons le courage, l'objectivité, la lucidité, parfois, d'interroger les situations au-delà du credo médiatique qu'on nous sert. Et dans le cas du Rwanda, notamment, oui, il y a certainement une transformation. À quel niveau? Il faudrait que les économistes puissent nous le dire. Mais il y a un rôle que Kagame joue dans cette sous-région. Il faudrait que ce rôle soit de plus en plus dénoncé. Il n'est pas seul. Il y a Museveni et tous les autres. Et on ne peut pas en même temps applaudir le discours du docteur Mukwege et continuer à dérouler le tapis rouge et à présenter ces gens comme des parangons, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance.
Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, la difficulté, la question de la RDC, c'est quoi? C'est qu'il y a des agresseurs extérieurs, mais il y a des personnalités africaines, des États africains qui sont impliqués directement. Et c'est là la difficulté. Parce que tant que l'Afrique est agressée, comme dans le cas notamment de la Côte d'Ivoire, quoiqu'il y ait eu la main de Burkina Faso, nous sommes très à l'aise pour pouvoir dénoncer l'agression, pour pouvoir déterminer l'agresseur, pour pouvoir le combattre. Mais quand il s'agit d'un combat de mêlée, n'est-ce pas, entre Africains, où les gens, n'est-ce pas, eux-mêmes viennent agresser leurs propres frères, cela semble un peu difficile. Il faudrait que nous exercions aussi à ce rôle-là. Le prof Reichstens a dit que Paul Kagame, c'est le plus grand criminel de l'histoire en vie. Après Pol Pot et Hitler, personne n'a jamais atteint son niveau. Ça aussi, ce n'est pas parce que les médias le disent. Il faudrait que nous fassions. Là, c'est justement, tu es en train de reprendre ce que tu dénonces. Effectivement, mais si on dit que Kagame est le plus grand criminel, vraiment, je suis désolé. Je ne peux pas accepter une telle chose. Voilà. C'est-à-dire que je reprends en mon compte ce que tu disais, Léonard, mais vraiment, mais à 1000%, parce que c'est un travail de critique, c'est un travail de déconstruction, de paradigmatique, justement, ne pas tomber sous le joug des médias, mais on ne peut pas dire. Il faut ça. Parce que sur Kagame, je suis totalement d'accord. Mais non, mais belge. Bourreau, juge est parti, bourreau et voilà. Ok. Après, on va le temps est parti. Il ne peut pas être le plus grand criminel de l'histoire. Je compte nous là. On peut quand même. On va laisser Léonard finir. Aussi loin que j'observe cette situation, il me semble que il y a peut-être le candidat Martin Fayoulou, n'est-ce pas, il peut représenter quelque chose qui soit peut-être la moins mauvaise, la moins pire des solutions possibles. Pas seulement du fait de la carrure des gens qui sont derrière lui, mais aussi de leur représentativité, n'est-ce pas, sur le plan géographique. C'est-à-dire qu'il y a Bemba, n'est-ce pas, qui est soldement implanté dans l'Équateur. Il y a Katoumi, n'est-ce pas, qui est bien implanté notamment dans le Katanga. Et puis lui-même Fayoulou, n'est-ce pas, qui est voilà, à Kinshasa et tout le reste. Donc peut-être que si ce ticket-là venait à passer, au moins l'unité territoriale, l'unité transethnique, n'est-ce pas, je veux dire, je ne sais pas comment transethnique de la RDC pourrait être sauvegardée. Merci. Et si tu sais qu'il venait les rejoindre, là, ça sera la totale, l'opposition sera réunie contre Joseph Kabila. Ok, alors, il vient de me prêter là un bon prétexte, il parle d'ethnie. On a pu noter que depuis quelques jours en RDC, il y a telle une pratique qui consiste à on va dire, à faire dans du chauvinisme ethnique. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte que d'ici le 23 décembre, on assiste à une espèce d'échauffourée et même sanglant entre les partisans à la fois d'un côté de Tshisekedi et ceux de Martin Fayoulou? Parce que c'est surtout entre les deux là qu'on a pu noter de grosses différences. On peut reprocher tout au président Mobutu. Mais il a légué au Congo quelque chose, c'est un début des nations. Les gens sont surpris de voir Fayoulou être accueilli à l'est, à 2000 km de chez lui par des foules. Les gens sont surpris de voir un Tshisekedi qui part du Kasaï, qui est accueilli en héros au Katanga. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un génocide des Kasaïs au Katanga. On a effacé tout ça. Ça, c'est un fait. C'est chauvinisme ethnique. Même si dans tous les pays africains, il y a quelques problèmes, quelques replis d'identité, ça c'est un fait. Mais le plus grand drame de cette campagne électorale, c'est un groupe de fanatiques de l'UDPS. Je dis bien un groupe. Je ne dis pas tout l'UDPS. C'est les deux. C'est le parti de Tshisekedi. Oui, je sais. Ils sont ensemble, l'UNC. Oui, ils sont ensemble. Mais le problème vient d'un groupe des fanatiques, mais ils sont fanatisés à mort et tribalisés. Et ils font du mal, non seulement à tous les Congolais, mais à leur groupe ethnique, le groupe Luba, qui est, je ne parlais pas de groupe ethnique, mais groupe linguistique, parce qu'il y a 4 langues nationales, 450 ethnies. Il y a les Tchuluba, les Kikongo, les Swahili et les Lingala.
Et dans ces groupes ethniques, il y a ces groupes de fanatiques qui posent problème et qui se victimisent. Lorsque vous critiquez par exemple une action politique de Tshisekedi, on vous accuse des tribalistes, comme si Tshisekedi était une tribu. Or, Tshisekedi est un homme politique. Tu parles du Cameroun? Tellement l'Afrique, C'est un malaise africain. C'est les frontières, ça me rassure. Mais voilà. Donc, c'est ça le vrai problème. Et les Congolais sont prêts à en découdre avec toute personne qui viendra avec ce virus électoral dans ce pays qui a déjà connu beaucoup de problèmes. Donc, on peut s'en sortir par le haut. Hein. Il y a beaucoup d'intellectuels qui s'élèvent, de voix qui portent qui s'élèvent contre ces systèmes. Et je pense que dans le groupe des Fayous, il y a des Louba. Et chez Tshisekedi, il y a les Bangala, il y a les Swahiliphones, il y a tout le monde. Donc, on se focalise sur les leaders, mais si on regarde derrière, il y a quand même beaucoup de Congolais de toutes les ethnies, de toutes les religions, voilà, de toutes les régions qui sont derrière. Je pense que les dangers, on peut bien l'éviter. Malheureusement, les pouvoirs l'ont compris. Les pouvoirs instrumentalisent les extrémistes d'un camp, tout comme de l'autre, pour diviser et les Congolais et l'opposition. Et les leaders doivent faire très attention pour qu'on ne tombe pas dans ces travers. Alors, Augusta, est-ce qu'on a l'impression d'entendre au Congo ce qu'on a déjà vu ailleurs? Tout à fait. Non, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Moi, je voulais dire à Kevin qu'il y a une bonne lecture de la situation au Congo, mais qui en même temps, par rapport aux responsabilités, aux responsables des meurtres et de la situation du Congo, tend à se focaliser sur le Rwanda. Alors que, précédemment, toi-même tu as nommé les différents responsables et les forces qu'ils instrumentalisent sur place. Donc, il appelle le Rwanda des sous-traitants plutôt. Hein. C'est ça. Il dit c'est sous-traitants. Mais du coup, on oublie les commanditaires. Oui. Non. J'ai dit au début que les États-Unis, l'Australie, ils sont bien identifiés. L'Australie, pour des raisons qu'on sait, des raisons compagnies minières australiennes qui sont. Parce que si tu tapes les commanditaires, en les dénonçant très haut et fort, comme on le disait tout à l'heure, il fallait que la situation de la RDC soit plus que largement médiatisée par toutes les voies et moyens. Ça, c'est impératif. Mais en nommant bien les commanditaires, il y a quand même une opinion publique dans tous ces pays-là. C'est très important. Et quand l'opinion publique s'empare d'une question, en général, les politiques ont un peu chaud aux fesses. Je parle des pays occidentaux, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc et aujourd'hui, je pense qu'il y a une jeunesse qui est un peu plus à l'écoute de ce qui se passe, des mots de l'Afrique, tu vois, qui est un peu plus sensibilisée. Il y a quand même une jeunesse qui prend conscience que l'Afrique est comment dirais-je, c'est là où on est leur marchepied, on est... À la fois mamelle, nourricière, sève, mais également... Exactement. Vraiment, il y a une jeunesse qui prend conscience de ça, qui existe ici. Il ne faut pas croire que vraiment tous les Occidentaux ou tous les Américains veulent absolument continuer le pillage de l'Afrique. Donc ça, je pense que par ce biais-là, on peut sensibiliser et il faut dénoncer les commanditaires. Et je pense qu'il est dangereux d'aborder la question comme tu le fais, c'est-à-dire on oppose les Congolais aux Rwandais. C'est-à-dire, à la limite, il faut que ça devienne quasiment une guerre. Non, je crois qu'il y a eu une question de mauvaise perception. Lorsque les Congolais parlent de Rwandais, on ne parle pas des Hutus, des Tutsis, des toi. On parle de la bande à Paul Kagame. C'est lui le problème. Il faut donc le dire. Je l'ai toujours dit. Il faut donc l'énoncer. Même l'ancienne émission, même l'ancienne émission, il faut donc l'énoncer des mots, d'adresser, de mettre des mots. Voilà. Dans notre pays, ça dégénère. La grille de lecture qu'on fait de la chose politique est une grille. C'est ainsi que dans la dénonciation de Paul Kagame, j'ai même parlé de la guerre civile qui a commencé en Ouganda, qui a abouti au génocide rwandais et dont le double génocide congolais n'est que la conséquence. Quand il parle des interamoués qui sont justement, quand il parle des rebelles ougandais qui sont au Congo, évidemment, ce sont les ressuscités. Ce sont les ressuscités de tous ces conflits-là, de la genèse, toute la genèse et tout l'arrière-plan. N'oublions pas. Ok, pour conclure sur le Congo. Chacun aura la parole sur le Congo et on termine. Pour qu'on comprenne bien. Non, on laisse.
Parce que quand on prend le conflit rwandais, on parle toujours de ce qui s'est passé avec l'assassinat de Habyarimana. C'est un arrière-plan. Mais c'était une réplique. Oui, c'est une réplique. Moi, je parlais de l'arrière-plan. Voilà, il y a un arrière-plan qui est ancien. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Je sais que j'ai Il y a eu une Si les instrumentalisation. sont là. Ça dit que, bon, comme ce n'est pas le sujet de ce débat, je préfère que nous revenions peut-être plus tard là-dessus. Mais il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire pour que la vérité soit dite. On pourrait revenir sur cette situation qui a précédé. CPI. Comment expliquer qu'en Tanzanie, à Arusha, on ne jugeait que le Hutu? On n'a jamais jugé les Tutsis. Dans cette affaire, j'ai 1 million de morts. Il y a eu aussi c'est la justice des vainqueurs. Justice des vainqueurs. Même si c'est 15% de la population. Et que chez les Tutsis, c'était 50%. On a rasé la moitié de tous les Tutsis du Rwanda. Et chez les Pygmées, Les toits, j'aime pas cette terre. parce que c'est donné par les colons. C'est vrai. On les a presque tous rasés dans cette affaire. Ouais. D'accord. On laisse Augusta finir. En disant que, au regard comment dire, de la présentation qui est faite des forces politiques en présence au niveau de l'opposition, chacun est rattaché à une région. Oui. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc moi je pense que un peu de la même manière que nous on dit par exemple transition politique. Transition politique qui va servir à quoi? D'abord à mettre toutes les forces qui ont une rupture autour de la table et qui vont construire ensemble le Congo, la RDC qu'on veut construire, tu vois, et l'Afrique qu'on veut construire. Dans quelle Afrique? Moi je pense que cette transition politique dans beaucoup de nos pays, elle est... on ne peut pas y couper. On ne peut pas y couper. Parce qu'aucune force politique seule pourra régler le problème, que ce soit de la RDC, du Cameroun, tu comprends? Moi je pense que la transition politique, c'est une phase durant laquelle on se met autour de la table et on construit le projet qu'on veut pour demain. D'accord. Alors, tout à l'heure, Carwin a parlé de Mobutu dans son rôle de père de la nation. Mais non, Mobutu, il hérite d'une situation où un peuple commence à avoir des souvenirs communs. Sa résistance contre les travaux forcés, contre Léopold II, et que la langue lingala, qui va devenir la langue de l'armée, devient une sorte de ferment dans ce pays-là. À travers la musique congolaise. À travers la musique congolaise. Donc c'est pour cette raison, j'allais en venir à la musique congolaise, qui a été d'ailleurs instrumentalisée par les mêmes Mobutu pour les mêmes raisons. Donc justement, si on parle de cette Afrique-là, une Afrique qu'on appelle de nos voeux, il faut également s'intéresser à ces questions. Les éléments de résine, de pont, ces murs qu'il faut casser. Pourquoi? Parce que dans la géopolitique africaine, dans la lecture de la science politique africaine contemporaine, tout à l'heure, quand on parlait de Kassai, Tshisekedi, on a parlé d'Équateur, Bemba, on a parlé de Katanga, Tumbi, et elle disait à juste titre qu'on ne peut pas s'en sortir. Parce que finalement, on est en train d'avoir des leaders, des sortes de représentants de groupes, qui ne sont pas des groupes d'intérêt, qui sont des groupes ethniques. Pourquoi pourquoi je dis que ce ne sont pas des groupes d'intérêt? Parce que la situation des infrastructures, si on le prend de ce point de vue, les 3 millions de kilomètres du Congo, le linéaire de route bitumée, il est plus faible que celui de la Guinée équatoriale et du Cameroun aujourd'hui, ce qui est quelque chose d'une aberration incroyable. Quand un homme politique vient s'adresser à moi en tant qu'Africain, je lui demande, dans la région voisine de la tienne, quels sont les centres de santé? Est-ce que c'est comme en Namibie où tous les 8 km, il y a un centre de santé? Est-ce que c'est comme en Namibie où sur un linéaire de 50 000 km, il y en a 8 000 qui sont goudronnés, donc beaucoup plus qu'une moyenne africaine? Voilà les questions qui devraient préoccuper les Africains. Tout à l'heure, on a parlé de la question de la Cannes. Moi, je n'entre pas dans les débats chauvinistes sur les infrastructures en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Le souhait, et tu l'as dit, car oui, à juste titre, le souhait, c'est de savoir si l'Afrique a réduit son déficit infrastructurel dans tous les domaines pour ses enfants. Si au Congo, le diamant sert à l'ensemble des Congolais, pas à ceux du Kassai, pas à ceux qui héritent de la mémoire de Kassavubu qui a été spolié, ou d'un autre leader qui n'a pas accédé au pouvoir parce que son ethnie était minoritaire. Donc je pense que la question de la nation au Congo recoupe celle du Cameroun et qu'il faut renforcer les éléments de congolité, c'est que permettre aux Congolais d'être un peuple uni et fort de ce point de vue-là.
Et c'est ce qui va permettre que cette transition-là dans les mentalités, dans les mœurs politiques, dans la façon dans la nouvelle vision, parce que si c'est une démocratie à l'occidentale qu'on renforce, ce que tu dis est vrai, mais constatons aussi que la démocratie, on va boucler ce point. Le temps est parti. C'est arrivé à son terme. Parce qu'elle repose sur des représentants. Ce n'est pas une particularité du on laisse Léonard finir. Même chez nous au Cameroun, même à Côte d'Ivoire, il y a des passions privées. Ce qu'on doit, il faut sortir de là, il faut sortir de ça, de cette lecture où le leader vient de telle région, où son bastion, son fief, c'est son village. Tous ces frères doivent s'aligner comme des têtes d'oignon. Voilà. C'est ça le drame. C'est ça qui est terrible, c'est que ces gars-là, tu prends un type comme Paul Biya. Qu'est-ce qu'il a fait dans le Sud Cameroun, le centre-sud-est, les indicateurs de pauvreté, de développement humain, on le parlait tout à l'heure, le centre-sud-est au Cameroun sont les plus bas de l'ensemble du territoire national au Cameroun. Taux de route bitumée, de scolarisation, d'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de cette question et que les paradigmes nouveaux puissent être adressés de ce point de vue. Et de ce point de vue, juste pour dire, et de ce point de vue-là, amener même les gens issus de la même région que le chef de l'État à prendre conscience de ça, en leur disant ça t'apporte quoi. Oui, bien sûr. Hein? Le gars, il est de tel coin. Qu'est-ce qu'il a fait? Un ministre de ta région. Qu'est-ce qu'il a fait? Un ministre de ta région, un ministre Bamoun, aujourd'hui, ça me sert à quoi? Le niveau de conscience politique. Ça me sert à quoi? Ça me sert à rien du tout. Et aujourd'hui, c'est la conscience politique qui est une rien du tout. D'accord. Déjà, je voudrais qu'on commente l'actualité récente sur le Burkina Faso et les archives mises à la disposition de l'État burkinabé par l'État de France. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Est-ce qu'il s'agit là des pompiers pyromanes de la part de la France qui subitement demandent... D'ailleurs, la dernière actualité nous informe de ce que le frère de Compaoré a été arrêté en France et la France serait aussi disposée à accepter qu'on arrête Compaoré, du moins qu'on le livre en Côte d'Ivoire. Quelle lecture faites-vous de cette actualité-là? Je vais commencer par Léonard, très rapidement sur cette question. Je crois que sur ce point, je serais d'accord avec Augusta. La politique n'a jamais changé, hein, et c'est les rapports de force. Quand vous voyez quelqu'un céder, ça veut dire que quelque part il y a une pression. Voilà, il relâche du lest, n'est-ce pas, parce qu'il y a une pression. J'allais revenir à quelque chose que Auguste a dit tout à l'heure, et je n'étais pas tout à fait d'accord. Peut-être que nous ne fréquentons pas les mêmes Occidentaux, les mêmes Français, particulièrement pendant que nous sommes là. Oui, parce qu'il y a une épaisseur militante, un ancrage militant assez puissant dans ce pays, et donc peut-être que tu rencontres des gens qui ont aussi ce profil de militant, n'est-ce pas, et qui s'intéressent, n'est-ce pas, aux questions, notamment des relations voilà, entre la France et l'Afrique. Mais pour nous qui fréquentons plutôt les gens de l'ordinaire, ce n'est pas le cas. On a plutôt l'impression que, de manière générale, les Occidentaux, n'est-ce pas, font le choix, les populations occidentales, je veux dire, les citoyens occidentaux, font le choix d'ignorer ce qui est fait par leur pays, par leurs États, n'est-ce pas, en Afrique. Ils font ce choix, je veux dire, de façon comment dire, consciente. Ils se disent, ben voilà, on a... Je ne sais pas comment je peux l'exprimer, mais prenons le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. Allez rencontrer la question. Oui, mais je vais y revenir. On n'a plus assez de temps. Je vais y revenir, je passe par là pour y revenir justement. Sur le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, moi je me suis amusé lorsque François Maté avait sorti son premier livre sur Gbagbo. Je l'ai acheté et je l'ai partagé à un certain nombre de personnes que je connaissais pour qu'ils sachent ce qui se passe là-bas. C'était, après, venez me le restituer pour me dire, ah non, moi je ne crois pas que c'est la vérité. Alors donc, je dis, je ne le dis pas pour, comment dire, nourrir, n'est-ce pas, une haine, mais pour que nous soyons conscients du travail qu'il y a à faire. Voilà. Il y a un travail à faire aujourd'hui pour amener ces personnes, ces personnes que nous côtoyons, n'est-ce pas, à prendre conscience de ce qui est fait en Afrique, n'est-ce pas, est fait en leur nom. Qu'ils prennent conscience de cela. Parce que
qu'est-ce qu'ils perçoivent très souvent? C'est que, bon, voilà, il y a des dictateurs africains qui, de leur propre chef, n'est-ce pas, maltraitent leur population, et ces populations viennent se déverser ici, en Europe, et viennent donc, comment dire, disputer les miettes, n'est-ce pas, d'avantages sociaux auxquels ils pourraient prétendre. Il faut que cela soit corrigé. Et pour revenir donc au cas de Burkina, je dis, certainement, aujourd'hui, il y a des ajustements dans les rapports France-africains, n'est-ce pas, qui sont en train de s'opérer. Est-ce que c'est des ajustements d'ordre cosmétique ou c'est des ajustements fondamentaux, hein? Il faudrait que nous soyons vigilants pour pouvoir lire, décrypter, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, oui, tout ce qui est arraché à l'oppresseur est bon à prendre. Voilà. Il est bon que le procès Zongo ait lieu et qu'on sache ce qui s'est passé, n'est-ce pas, notamment pendant tout le règne de Compaoré au Burkina. Il est bon que nous sachions, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. Mais au-delà de ça, n'est-ce pas, je dis aujourd'hui, il y a un rapport entre la France et l'Afrique qui est un rapport pervers. Et c'est par les rapports de force que nous pourrons arriver à transformer cela, parce que l'idéal, je veux dire, l'aspiration de n'importe quel Africain, ce n'est pas que nous ayons des mauvaises relations avec la France, hein, c'est que nous ayons les meilleurs rapports avec la France. Et ces rapports-là, il faut qu'ils soient rééquilibrés. Voilà, il faut qu'ils soient rééquilibrés, qu'ils soient dépouillés, n'est-ce pas, de tout ce que l'histoire a charrié, n'est-ce pas, pour que nous puissions y arriver. Merci. Alors, Abdelaziz, sur cette question, on sait tous très bien que la France a joué un rôle majeur dans ce qu'aura été Compaoré comme président au Burkina Faso. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette attitude de la France subite à l'égard de Compaoré? Alors, Léonard parlait tout à l'heure de rééquilibrer les relations et puis surtout de sortir des hypocrisies de l'histoire. Le 15 octobre 1987 a été assassiné une figure qui était une figure à la fois panafricaniste, une figure qui était une figure qui militait pour la souveraineté de son pays, le Burkina, qui a affronté les puissances occidentales de manière absolument libre, digne, noble, et il y avait un certain nombre de personnalités occidentales que ça génère, au premier rang desquels le président français François Mitterrand, qui s'agaçait de manière beaucoup plus qui s'est agacé progressivement jusqu'à en faire état de manière explicite du sentiment qu'il tirait de l'attitude, du charisme et surtout de la mise en œuvre, parce que ce qui différenciait Sankara des autres pantins et des autres leaders africains, c'est que Sankara avait une vision, une articulation entre sa pensée et son action sur le plan interne. Il y avait une dimension panafricaine dans son projet, dans la lutte anti-impérialiste, et qui allait au-delà, puisque tout à l'heure tu as évoqué la question du mouvement des non-alignés. Il se situait véritablement dans cette perspective-là. C'était pas un camp contre un autre, mais c'était des opprimés qui de manière objective subissaient le joug des puissances impérialistes. Et que dans son pays, ce pays, ex-Volta, il a rebaptisé son pays, pays des hommes intègres, Burkina Faso. C'était pas pour rien. C'est-à-dire que ce type qui était un Moussi a considéré que il y a une langue dans son pays, qui est une langue qui mérite aussi d'être valorisée. Il a fait comme Nkrumah, il a rebaptisé son pays. Nkrumah l'a fait Ghana, un empire brillant africain du 10e jusqu'au 15e siècle, et lui l'a rebaptisé pays des hommes intègres. Là, il y avait déjà quelque chose. La politique, comme la religion, c'est d'abord le symbole. L'homme a commencé le sacré quand il a commencé à symboliser, à représenter une idée. Sankara l'a fait. La France, ça ne lui a pas plu, parce que vous savez que les sources du conflit ivoirien, c'est aussi cette division de ce qu'on appelle la Volta, entre Haute et Basse Volta. La Côte d'Ivoire actuelle, c'était la Basse Volta, et le Burkina, c'était la Haute Volta, qui appartenait à un empire qui s'appelait l'Empire du Mali, qui a successivement été l'Empire Songhai, etc., etc. Vous avez des pans de ce que Samori Touré représentait comme empereur, du Mali, du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire actuelle, qui était administrée, gouvernée par le même empereur. Et vous avez donc cette France qui a été à l'origine de se diviser pour mieux régner, qui a mis à mal notre continent, qui a mis à mal le vivre ensemble sur le continent, qui a été un des acteurs dans l'élimination de Thomas Sankara. Et que si ces archives sont déclassifiées aujourd'hui, on verra très très bien qu'il y a ceux qui ont porté le feu, qui ont été les mains, mais il y a ceux qui ont commandité l'assassinat de Sankara. Et comme Léonard le disait, si la France va jusqu'au bout, parce qu'il faut ça, chez nous en Afrique, la justice c'est d'abord la vérité doit instruire la justice, le droit doit être instruit par
la vérité également. C'est ce qu'on a vu avec le Ubuntu en Afrique du Sud. Et je doute, mais vraiment, sur cette situation, sur cette séquence, qu'on aille jusqu'au bout. Pour terminer, 2 choses. La question de Compaoré. Parce que si Compaoré n'est pas impliqué dans ce procès ne sert à rien. Parce que la main occidentale, c'était celle de Compaoré. Il y a des exécutants qu'on va juger, des exécutants. Diendéré est déjà pointé comme un des exécutants. Non, c'est Blaise Compaoré qui est devenu le pivot de la France-Afrique sur le continent africain. Et dans cette région, sur le continent, en Afrique subsaharienne. Donc le procès de l'assassinat de Sankara, c'est aussi le procès des exécutants, des suppôts de la France sur le continent africain. Elle a une dimension politique, elle a une dimension historique, elle a une dimension géopolitique. Et quant à ce qui concerne le frère de Compaoré, pour moi c'est du menu fretin. C'est vraiment quelqu'un qui va venir pour qu'on amuse la galerie médiatique. Mais si Blaise Compaoré n'est pas extradé de Côte d'Ivoire, pour que le procès puisse se tenir, un procès pour l'histoire, un procès, même s'il doit être élargi, même s'il doit être absous, il faudrait qu'on dise la vérité. Il faudrait qu'on dise la vérité aux Africains, on dise la vérité aux Burkinabés, pour que plus jamais ça, parce qu'il s'agit véritablement de ça, et qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases, et que le mausolée de Compaoré, de Sankara, ne soit pas financé par un appel public à l'épargne, que l'on puisse financer de manière digne ce qui concerne la mémoire de Sankara. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à cela. Alors, Karine. Je vais faire court. Oui. Thomas Sankara représente beaucoup pour la jeunesse africaine, en termes de symbolique. Et moi, je retiendrai de lui déjà le fait qu'il a dit nous devons préférer l'eau pour tous à la place du champagne pour quelques-uns. Et il le disait et il le faisait. Et puis, sa gouvernance directe, particulière, pas dans le bling-bling. Ce que demandent les jeunes aujourd'hui. Et une telle personne est assassinée avec la complicité de leurs soldats en Afrique à l'époque, Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, le président Houphouët-Boigny n'est plus là, mais Blaise Compaoré est là. Sauf que le président Blaise Compaoré a aujourd'hui la nationalité ivoirienne. Donc, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse extrader un de ses ressortissants. C'est ce qui complique un peu la chose. Et si on l'extrade, demain, quid, par exemple, s'il y a un procès intégral et total, quid, par exemple, d'Alassane Ouattara, qui a été un des protagonistes de ce qui s'est passé pendant la crise ivoirienne. Par exemple. Donc, la France, en déclassifiant certains documents, je pense qu'elle a assuré ses arrières, pour qu'on puisse avoir, comme d'habitude, une espèce de parodie de justice, une parodie de prophète, qui n'amènera nulle part. Donc, je suis dubitatif, en même temps sceptique. J'attends voir ce que ça va donner. Mais, connaissant l'expérience du passé, mon petit doigt me dit que dans les documents déclassifiés, je pense qu'on a dû nettoyer certaines choses de telle sorte que de petits lampistes puissent se retrouver sous la lumière pendant que les vrais responsables seront absents. Et les Camerounais attendent les archives sur la guerre que la France a menée avec des centaines de milliers de morts, avec Mesmer, et on se précipite pour déclassifier des documents pour Sankara, allez savoir. Alors, Augusta. Alors, moi, je ne serais pas aussi, comment dirais-je, aussi radical que mes camarades. Moi, je pense que c'est quand même une petite victoire et qu'on est en train de... Il ne faut pas négliger ça. C'est le résultat d'un rapport de force qui se mène. Vous savez très bien que les peuples africains, notamment la jeunesse africaine, en a de plus en plus après la France-Afrique. Dans beaucoup de nos pays, les gens en ont après la France et disaient que si un Français leur tombe sous la main d'ailleurs, ils vont les oublier, etc. C'est des choses qu'on a souvent entendues dans plusieurs de nos capitales africaines. Donc ça c'est une première chose, il y a un réveil de la jeunesse, un pointage de la responsabilité de la France dans ce qui se passe dans nos pays, dans le soutien aussi aux chefs d'État qui sont eux-mêmes décriés. Donc tout ça c'est pas rien. Il y a
la France en perte de vitesse sur le plan économique. Hein, ses intérêts sont de plus en plus menacés malgré tout, même si elle continue à dominer quand même en termes d'intérêts économiques. Et je pense que tous ces éléments-là, mis bout à bout, les diasporas se réveillent en pointant la responsabilité de la France dans le fait que, dans la situation du continent, le maintien du dictateur et le soutien au dictateur, dans le fait que la jeunesse, majoritairement de façon de plus en plus massive, est contrainte et forcée de partir, de prendre le bateau, de prendre la route, etc., en tout cas de s'exiler massivement. Donc, autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, la France, de mon point de vue, l'État français se trouve un peu coincé et dans l'obligation d'envoyer des signaux. L'histoire des objets d'art, même s'il y a eu un très bon rapport, ça je n'en disconviens pas, mais c'est pas la première fois. La première fois on met sur la table le fait que, etc. C'est pas pour autant que l'État français en a tenu compte. Donc l'histoire des œuvres d'art, la restitution des œuvres d'art, ça c'est une chose, et l'ouverture des archives en est une autre. Je pense que ce sont des éléments, et il faut les prendre comme des points positifs. Alors je suis d'accord avec vous pour dire que il ne faut pas se contenter de ça. Il ne faut pas qu'on en reste là. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai. Mais ceci dit, il faut que ce soit un point d'appui pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Pour s'organiser, que les intellectuels, etc., les universitaires qui sont très nombreux à vouloir travailler sur l'histoire de la résistance, sur l'histoire du continent, etc., pour faire sortir les choses. D'autant plus que le débat sur le franc CFA aussi pointe. Exactement, ouais, ça c'est un des éléments aussi qui, effectivement, a rajouté aux arguments que j'ai énoncés. Donc autant de choses qui font que, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne ça comme quantité négligeable. Point d'appui pour aller plus loin et dire oui, il faut déclassifier toutes les archives, ça c'est bien. Il faut que les procès se fassent et que ce soit les vrais responsables qui soient devant les tribunaux, ça c'est de deux, et que après les sanctions qui doivent tomber tombent effectivement. Et évidemment, pour en venir, parce que finalement j'ai pris ça dans la globalité, le Burkina, je pense que la jeunesse burkinabé a montré qu'elle pouvait goûter un dictateur, mais bon, même si on n'est pas totalement satisfait du fait que c'est quand même des gens qui ont travaillé avec Ouattara qui se retrouvent au devant de la scène, mais quand même, ils sont obligés de poser des actes, etc. Donc, ce sont des éléments qui font que il fallait qu'ils envoient aussi un signal du côté du Burkina, parce que je pense que contrairement à d'autres pays africains, il y a une vraie conscience politique au niveau de cette jeunesse-là, la jeunesse burkinabé, et que c'est en train de gagner d'autres pays africains, et il faut vraiment prendre ça comme des points positifs. Sinon, on est dans une psychologie qui est qu'on ne gagne jamais rien, on n'avance pas, tout ce qu'on fait ça sert à rien, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qu'on fait sert, il faut pouvoir décrypter à quoi ça a servi, jusqu'où on a pu avancer, etc. Mais ça sert, ce sont des points d'appui qui doivent nous pousser à aller plus loin et à continuer à enfoncer les choses. Juste un point. Rapidement, parce qu'on a terminé l'émission. Non, je suis d'accord avec toi, Augusta, mais je voulais juste apporter une nuance, parce que quand on observe comment fonctionne le système de la France-Afrique, c'est des gens qui sont très habiles. C'est-à-dire que quand la pression monte, on lâche sur des terrains qui ne sont pas centraux, n'est-ce pas, pour maintenir le l'Est, n'est-ce pas, là où c'est important. On voit par exemple les blocages qu'il y a dans les alternances politiques, mais on peut constater que pendant ce temps quand même, par exemple au Bénin, et ça se passe bien. Pourquoi au Bénin et pas ailleurs? Parce qu'il est en train de parler notamment de la déclassification des archives sur le Cameroun. Pourquoi ne déclassifie-t-on pas les archives sur le Cameroun? Bon, on va nous lancer un petit biscuit, n'est-ce pas, pour que ça distrait les Africains. Donc je suis d'accord en même temps que c'est bon à prendre. Tout ce qui est obtenu est bon à prendre, n'est-ce pas? Mais il faut se dire pourquoi ici et pas là. Et puis sur justement cette question-là, j'aimerais bien, puisque ces archives vont être certainement rendues publiques, que nous sachions exactement quel est le rôle qu'a joué Guy Pen dans
l'assassinat de Sankara. Il faut que ce soit établi. Parce que si nous savons exactement le rôle qu'a joué Guy Pen, nous saurons quel est le rôle qu'a joué l'État français sur cette question. Mais voilà. c'est des classifications des archives pour l'ensemble du continent. Oui. Tu as raison, c'est pas seulement le Burkina, c'est le souhait. C'est ça. Maintenant, ça parce que c'est la bataille. La bataille pour le retour des objets d'art doit être liée parce qu'elle est politique pour moi. C'est pas une question. Les objets d'art, les gens font. Pour eux, c'est du folklore. Non, c'est vraiment des questions politiques. On en a débattu la semaine. On entend que ce soit fait comme. Mais écoutez, merci, on ne pourra pas aborder le dernier point, le temps est parti, est arrivé à son terme. Je voudrais donc remercier chacun de vous pour ce riche débat de cet après-midi. Hein. Donc encore merci Augustin d'avoir accepté d'être là cet après-midi. Merci à Abdelaziz d'être venu. Merci Léonard de t'être déplacé. Merci à Caroline qui, malgré toutes ses occupations, à la dernière minute, a finalement validé sa présence. Et chers téléspectateurs, cette émission est à présent arrivée à son terme. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.